Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité du jour, j'ai plein de sujets mais je n'en ai qu'un en fait. C'est bien sûr la réforme du Code du travail. On connaît le contenu des ordonnances. L'objectif de cette réforme, c'est de créer des emplois. Est-ce que ça va fonctionner ? L'enjeu fondamental vraiment, c'est de changer la vie des PME et à l'unanimité, tout le monde reconnaît que c'est vraiment taillé sur mesure pour les PME. En tout cas, ça correspond à ce qui nous avait été annoncé. Voilà, on va décrypter dans tous les sens cette réforme du Code du travail qui nous a donc été dévoilée hier par le gouvernement. Après, il y a d'autres trucs, mais c'est pas évident qu'on ait le temps. Nous sommes le premier vendredi du mois et comme le veut la tradition, nous allons démarrer cette émission par la météo du business. La météo du business, c'est une enquête réalisée au plus près du terrain, auprès des commerciaux qui font du business au jour le jour. Elle est signée Météo Job et Booster Academy. Et pour nous dévoiler le contenu des résultats de ce mois-ci, Marko Vujasinovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Météo Job. Alors cette rentrée 2017-2018, qu'est-ce que vous nous apportez comme élément ? On avait pas mal terminé, je me souviens, la saison au mois de juin-juillet. C'est juste pour préciser, c'est en fait une enquête qu'on mène auprès de plus de 1000 commerciaux qui sont en poste et sur plein d'indicateurs opérationnels, sur leur carnet de commandes, sur les propositions en cours, le taux de concrétisation, etc. Et on avait eu une très forte amélioration de notre baromètre et de l'ensemble des indicateurs avec l'arrivée de Macron. Donc en mai, en juin, en juillet, ça s'était amélioré fortement. Et là, donc on a mené notre enquête mercredi, donc il y a 2 jours. Donc c'est une enquête de rentrée. Et en fait, ça reste positif, mais il y a quand même un tassement par rapport à avant l'été. Donc on a perdu le terrain qu'on avait gagné en juin-juillet. On est au niveau de mai. C'est-à-dire qu'on est quand même au-dessus par rapport au début de l'année. On est au-dessus par rapport à 2016. Mais on a un peu perdu de dynamisme. Et d'ailleurs, il y a un sujet un peu sur la confiance, parce que quand on demande aux commerciaux s'ils pensent que Macron, c'est un effet positif sur le business, etc., on a quand même perdu 14 points. Bon, alors c'est pas 20 points de la chute de popularité, etc., mais enfin c'est 14 points, donc il y a quand même un petit peu de flottement. Je dirais qu'il y a plutôt du flottement, parce qu'on a quand même par ailleurs des indicateurs opérationnels qui restent favorables. On a le nombre de propositions en cours qui reste très très élevé, On a un deuxième indicateur qui est intéressant, c'est le raccourcissement des délais de règlement. Donc ça, c'est plutôt très les positif, délais de paiement. puisque ça veut dire qu'il y a quand même eu un assainissement, je pense, dans les derniers mois, probablement un peu de la situation des boîtes. Et puis, on a énormément toujours d'offres de recrutement de commerciaux. On en a beaucoup sur le site Météo Job, mais quand on demande par exemple aux commerciaux si ils ont été approchés pour un job dans les 3 derniers mois, on en a quand même 43%. Donc, sachez que 43% ont été approchés pour un job dans les 3 derniers mois, c'est-à-dire ils ont été chassés. Ça veut dire que pour les entreprises, il faut quand même être vigilant sur leur force commerciale. Elles sont extrêmement sollicitées et il faut chercher à les fidéliser. Voilà, donc globalement, quand même un petit tassement. Je dirais que le moral se tasse, mais le business continue. Le business continue, mais il y a un peu moins l'effet d'accélération. Donc je pense qu'on est quand même dans une période un petit peu de flottement. Il y a pas mal d'aléas, on va voir. Et je crois que les prochaines semaines, notamment l'effet de la loi de travail, ça va être assez décisif pour la suite. Bon, merci Marko Vujasinovic pour Météo Job. Donc la météo du business, chaque premier vendredi du mois avec Météo Job. Et Booster Academy. Bonjour Mathilde Lemoine. Bonjour Nicolas. Bienvenue, rapprochez le micro, il est trop loin Mathilde, chef économiste groupe Edmond Rothschild, professeur à Sciences Po et membre du Haut Conseil des finances publiques et auteur de la 3e édition des grandes questions d'économie et de finances internationales aux éditions de Bock. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Et je commence avec vous, Stéphane. Les ordonnances d'hier, qu'est-ce que vous m'en dites ? Comment vous réagissez ? La question est très 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 ouverte. Après, j'aurai des éléments plus précis, bien sûr. Est-ce que vous avez 2h30 devant vous, mon cher ? Non. Alors, moi, je vais vous donner juste 2 minutes quand même. Alors d'abord, j'ai pas pu, vous imaginez bien, lire, je crois, les 152 ou 159 pages et les 36 éléments précis. D'abord parce que moi, je suis patron d'une TPE. Donc j'étais hyper intéressé forcément, j'ai sauté sur tout ce qui touchait au TPE forcément. Donc vous avez combien de salariés ? Nous aujourd'hui on a 11 salariés et 14 collaborateurs, puisqu'en fait les dirigeants ne sont pas salariés, puisqu'on est travailleurs non salariés du fait de nos statuts. Donc l'effectif de l'entreprise c'est 11 ? Officiellement. Vous pouvez négocier directement avec des salariés qui ne soient pas élus, qui ne sont sans mandat syndical. C'est-à-dire que nous, on s'est jamais posé la question. Donc moi, je suis l'exemple parfait du patron de TPE. La boîte a 10 ans quand même.
plutôt pas mal. On est dans les services financiers, les placements. Qui applique la réforme alors qu'elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous, là, on découvre une réforme qui apparemment est un truc hyper innovant, etc., mais qui était déjà le cas chez nous, parce que dans toutes les boîtes que je connais, tous mes clients qui sont patrons de TPE ou de PME, etc., dans 99% des cas, le dialogue se passe très bien avec les salariés, quels qu'ils soient. J'ai conscience que dans certains secteurs d'activité, c'est plus compliqué que dans les autres, mais enfin, nous, on fait du digital et du service financier. Donc forcément, on a plutôt la chance d'avoir des équilibres de salariés qui sont des types qui sont plutôt sympas. On est Stéphane, ça veut dire que dans l'entreprise, en discutant à bâton rompu à la cafétéria, vous allez parler temps de travail, vous allez parler vous avez déjà parlé rémunération des heures sup, vous avez déjà parlé des primes, vous avez déjà parlé des rémunérations en accord collectif. Par exemple, il y a des gros sujets sur les passionnants pour moi, parce que moi c'est pas ma partie, donc c'est pas le truc qui me passionne, mais les tickets restaurants, Ouais. le PE, la mise en place d'un PE, on a mis tout le monde autour de la table, les cadres, les non-cadres, pour leur dire en gros voilà, on vous propose ça, on vous propose ça. Est-ce que vous préférez un PE? Est-ce que vous préférez un PERCO? Est-ce que c'est l'intéressement? Est-ce que c'est la participation? Est-ce que vous préférez préparer l'entrée au capital un jour et donc créer une réserve pour que vous puissiez avoir un petit compte qui vous permette d'acheter demain des parts de la partie digitale, donc net investissement qui peut exploser comme n'importe quelle boîte en point quelque chose. Donc, Et ça se fait à la main levée, il n'y a pas d'accord. Oui, ça se fait à la main levée. Ça reste dans les esprits, c'est bon. Il y a bien sûr une différence entre ce qui concerne l'individu, où là ça se fait forcément en intuitu personnel, face à face avec le seul individu, puis après il y a une conversation qui se fait au bout de la rue dans un restaurant où on va manger un steak frites et terminé. Mais enfin, c'est pour ça moi je suis un peu à part sur ce sujet-là, parce que je pars du principe, quand je discute dans les clubs d'entrepreneurs auxquels je participe à Bordeaux, avec les TPE, donc des moins de 20 salariés grosso modo, des boîtes, cœur du réacteur des boîtes qui ont entre 5 et 15 ans, des chefs d'entreprise qui ont une quarantaine d'années comme moi et qui donc ont forcément des salariés. Mais on a la chance, je le redis, d'être dans des secteurs d'activité de services, des secteurs digitaux, avec des gens qui sont très ouverts sur toutes les nouvelles techniques de travail, le coworking, le portage. Donc je ne suis pas sûr que ce soit des choses qui nous concernent nous. J'ai conscience, et on connaît très bien Laurent Vronsky ici, que lui qui travaille dans l'industrie lourde, forcément c'est des sujets qui sont beaucoup plus importants parce qu'il y a forcément un rapport beaucoup plus compliqué dans les chaînes de salariés entre la direction et les personnes qui sont sur la chaîne de montage, le chauffeur, le livreur, etc., où on a des disparités fondamentales d'aspiration dans la vie. Bon, maintenant qu'on a dit ça, vous le savez, et je le redis avec beaucoup de transparence, je n'avais pas porté mon choix sur Emmanuel Macron en premier lieu, puisque moi je suis bordelais, et que donc comme tout bordelais, j'avais d'autres velléités en termes de choix pour diriger notre pays. Point. Il s'avère que depuis quand même, il y a pas mal de choses qui m'ont bien plu dans la démarche initiée par Emmanuel Macron et ses équipes, qui est plutôt dans la méthode, qui est une méthode qui est un peu changeante. Là, je vous le dis franchement, j'ai pas encore digéré tout à fait tout ce qui s'est passé hier, et j'arrive pas à choisir. Bon, je suis content. Parce qu'apparemment, les petites entreprises sont contentes. La CPME, on n'a jamais vu aussi dithyrambique. Non, mais les petites boîtes sont contentes, apparemment, ça libérise, ça flexibilise. On est en train de rentrer dans un dialogue social qui ressemble à ce que moi je vis depuis toujours. Je le redis, j'ai peut-être de la chance et je vis sur une autre planète, mais voilà. Bon, maintenant, je suis un peu freiné sur une chose. C'est que là, on est en train de parler, je l'ai entendu 2 fois ce matin, on est en train de parler d'un espèce de choc social, un espèce de choc dans la méthode. Pour moi, il n'y a toujours pas de choc. C'est-à-dire qu'on est toujours dans quelque chose qui est un tout petit peu édulcoré. C'est-à-dire que pour moi, cette réforme globale du Code du travail ne peut pas s'inscrire s'il n'y a pas une approche totale d'une réforme globale de tout ce qui touche au travail. Voilà. C'est-à-dire sans des seuils. Tout. C'est-à-dire en fait, en gros, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu encore un syndicat, pardonnez, je vais m'énerver, on a encore eu un syndicat hier qui, avant même la publication de tous les chiffres, de tous les éléments précis, qui n'a pas eu le temps de digérer les 36 propositions, c'est pas possible. Eh bien, ce syndicat a déjà dit on va aller le 12 septembre sur le terrain. Et vous avez un parti politique qui a donc été rejeté par les Français, que ce soit en termes de députation ou que ce soit en termes de présidence, qui a dit on y va le 21. Voilà, ça c'est encore un travail qui a été fait. Il manque encore de pédagogie pour qu'on intègre des syndicats encore plus dans cette méthode. C'est-à-dire qu'il faut créer de nouveaux syndicats. Il ne faut pas les détruire. C'est ce qu'est en train de faire M. Macron tout doucement, en train de les écarter, en train de les sortir. Un petit peu. Tout doucement. Voilà. Il faut le faire différemment, il ne faut pas les sortir. Mathilde, lecture de ce qui nous a été annoncé hier. Pareil pour Mathieu. Vous partez sur le thème qui vous intéresse, sur la mesure qui vous a marqué, sur l'état d'esprit global, je ne sais pas. Alors, l'état d'esprit global, puisque pour faire une vraie analyse macroéconomique d'impact, il faudrait avoir le détail, et ça, à ce stade, on n'a pas encore l'ensemble des éléments qui permettraient de le faire. Mais quand on regarde l'ensemble des dispositifs, on voit bien que ça a pour vocation de renforcer le dialogue direct.
au sein des entreprises. Et ça, on peut imaginer que si ça se fait dans de bonnes conditions, relativement encadrées, c'est plutôt positif, hein, parce que le dialogue va permettre d'avoir aux chefs d'entreprise et aux salariés une réactivité un peu plus forte. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, l'idée, c'est de toujours renforcer la capacité d'adaptation des entreprises. Donc après, qui porte le risque, et c'est là où je mettrai un bémol, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui permet de rééquilibrer le risque, et petit à petit on fait porter une partie du risque d'ajustement ou du non-ajustement de l'entreprise sur le salarié. Là, je prends un exemple, par exemple les ruptures conventionnelles collectives. C'est nouveau ça. Hein. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On peut imaginer qu'elles sont utilisées ou elles peuvent être utilisées dans le cas où les salariés voient bien qu'ils n'ont plus d'avenir dans l'entreprise parce que l'entreprise ne s'est pas adaptée aux évolutions du secteur ou technologiques. Et donc, dans ce cadre-là, normalement, on pourrait imaginer que les salariés sont en droit, du point de vue légal, de se retourner contre l'employeur parce que l'employeur n'a pas maintenu leur employabilité. Et si l'employeur avait maintenu leur employabilité, ils auraient pu de même chercher dans un autre secteur, dans une autre entreprise, et donc, justement, ne pas porter l'intégralité pratique de l'ajustement. Donc dans ce cas-là, je trouve que bien sûr, on voit bien l'idée qui est de faciliter l'ajustement, de faire en sorte que l'entreprise puisse réagir à un choc technologique ou de non-adaptation plus facilement, mais quid des salariés et quel est l'accompagnement qu'on leur apporte. La sécurité, Mathilde Lemoine. Exactement, oui, mais ça c'est manque la sécurité. Voilà, mais bon, ça on le savait et je trouve que comme ça va plus loin que ce qu'avait été imaginé quand on regarde le dialogue direct, le fait que les branches puissent elles-mêmes négocier les modalités en fait de CDD, les contrats de mission, ça veut dire là aussi avoir négocier une capacité de réactivité en termes de contrat de travail plus forte. On va dire ça comme ça pour pas dire flexibilité, parce que a priori ça peut être aussi dans un sens, dans l'autre sens, hein, pourquoi pas. Ça paraît moins mais probable, là, vous mettez dans pas. l'idée un peu du rapport de force, encore une fois. Vous vous mettez dans l'idée qu'on ne rétablit pas une espèce de confiance mutuelle dans une entreprise, comme ce que décrivait Stéphane Venufel le concernant ou concernant certains de ses clients dans la tech. Non, où ça peut, a priori, bien se passer et où les intentions des uns et des autres, finalement, se rejoignent autour d'un même objectif, c'est que ça fonctionne. Oui, mais justement, alors je me suis peut-être mal fait comprendre, mais imaginons que ça se passe bien. Justement, j'essaye de ne pas avoir de présupposés négatifs. Imaginons que ça se passe bien. Si la branche décide d'un contrat de mission, par exemple, quel est le côté positif pour le salarié? C'est-à-dire que normalement, il va y avoir plus de création d'emplois. C'est ça l'ambition. Mais de fait, ça veut dire que le salarié qui peut être ponctuellement plus réactif, quel est l'accompagnement qui lui est proposé s'il y a un développement des contrats de mission? L'accompagnement justement en termes de formation, l'accompagnement en termes de, je sais pas moi, prêt bancaire, de tout ce qui fait sa vie au quotidien. Et ça, même si ça se passe bien, cet accompagnement n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que, de fait, la lecture est plus balancée tant qu'on n'a pas, encore une fois, les éléments précis pour faire une analyse macroéconomique avec des hypothèses qui donneraient un impact sur les perspectives de croissance du marché du travail. On peut imaginer que ce qu'on trouve dans le compte personnel d'activité hérité de François Hollande va être réintégré dans la nouvelle donne. Mathieu Plane, votre lecture de ce qui s'est passé, allez-y. Non, alors je pense que quand même il faut remarquer que en tout cas sur la forme, on a quand même quelque chose qui aboutit à entre guillemets un relatif consensus, ce qui est quand même sur un sujet qui était très tendu, hein, surtout après la loi El Khomri, qui avait fini un mandat assez difficile. On voit qu'on a quand même en termes de méthode quand même quelque chose qui est assez intéressant qu'on n'a pas eu notamment sous François Hollande. On voit que justement la loi El Khomri avait laissé des traces extrêmement sensibles et on pouvait penser que rouvrir le dossier, alors même que la loi El Khomri était à peine mise en application, pouvait entraîner des grandes difficultés. Donc là-dessus, on voit que Muriel Pénicaud, je pense, a quand même bien mené la barque.
Unanimité sur la méthode, Ça, la c'est façon clair. dont ça s'est déroulé. Je crois que tout Le fait qu'effectivement il y ait un syndicat qui conteste encore, bon, mais depuis le début, hein, Oui, mais il même l'avait avant annoncé. que le sujet n'arrive Voilà, à la table, voilà. il était con. Mais Force ouvrière et CFDT n'iront pas manifester. C'est vrai que finalement, on n'a pas une révolution. Hein. Ça, c'est aussi une forme de point d'équilibre. Et globalement, il y a quand même le renforcement des branches. Il y a le renforcement des branches avec un peu plus de branches sont souplesse. renforcées, les TPE sont choyées. Sur le contrat de chantier, la question qui peut se poser, c'est ce qui sera intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la flexibilité, en fait, à la française, on a de la flexibilité, mais qui est beaucoup par les contrats courts, hein, les CDD, l'intérim. Il faut noter que, par exemple, on n'a jamais eu autant d'intérimaires en France depuis que l'intérim existe. Donc on voit, ça s'est quand même énormément développé. Il y a 70% des intentions d'embauche sont des CDD de moins d'un mois. Donc la question, c'est finalement, je ne crois pas que cette réforme va permettre de créer plus d'emplois. Aujourd'hui, même, on crée beaucoup d'emplois avec peu de croissance, ce qui est assez surprenant. Ah, vous pensez que ça n'aura pas d'effet? Non, C'était ma question suivante. Ah non, Est-ce qu'on peut imaginer la que ça question, va c'est avoir est-ce que un ça effet peut avoir un effet sur la dualité du marché du travail? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que si par exemple, si on a des contrats de chantier qui ont une durée plus longue que des CDD, est-ce que ça va se substituer à des CDD très courts? Et ça serait déjà mieux que des CDD. La question, ou alors est-ce que les CDI vont devenir tous des contrats de chantier? C'est ça la vraie problématique. Aujourd'hui, de la flexibilité à la française, on a une rotation de la main-d'œuvre qui est importante, mais qui repose sur assez peu de personnes. Donc il y a cette question qui est soulevée. Après, il reste quand même des éléments où je vais être critique, c'est que effectivement le package global dans la flex-sécurité, c'est la sécurité. Or aujourd'hui, on est plus sur la flexibilité que sur la sécurité. Il y aura un plan de formation qui a été annoncé à 15 milliards, mais on voit les contraintes budgétaires, on a du mal à voir comment ça va être financé. On va voir. Il y a la réforme de l'assurance chômage qui doit venir aussi derrière, qui risque potentiellement d'être assez coûteuse. Donc il y a aussi des équilibres budgétaires qui ne vont pas être faciles à trouver. Parce que là, les deux éléments que vous citez, assurance chômage et formation, c'est un peu le volet sécurité Mais qui n'a pas encore été validé. C'est le volet sécurité qui est effectivement le côté social de la mesure. Alors, dans les côtés sociaux, c'est vrai qu'il y a les indemnités de licenciement qui vont être augmentées. Par contre, là où je trouve qu'il y a quand même quelque chose sur lesquels on n'avance pas beaucoup, c'est qu'on vend le modèle scandinave sans vraiment aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que le modèle allemand ou le modèle scandinave, c'est la cogestion. Et la cogestion, c'est la participation des salariés au conseil d'administration, par exemple. C'est-à-dire que ça, c'était quelque chose qui était sur la table, qui a été écarté. En France, vous avez des salariés dans le conseil d'administration à partir de 1000 salariés. En Suède, c'est à partir de 25. En Allemagne, il y a 50%, quasiment 50% dans les conseils d'administration qui sont des salariés. Ce que je veux dire, c'est qu'on vend le côté flexibilité, etc., qu'on a dans ces pays-là, sans aller dans le dialogue social jusqu'au bout. Alors, par contre, je vais rejoindre là-dessus, c'est que sur les PME, je pense qu'effectivement, le dialogue social existait. C'est une façon de l'officialiser en disant, en fait, de façon informelle, il existait. Là, on vous explique que les primes, les rémunérations sont négociables par accord. Alors, non, c'est vrai que ça modifie. C'est plus que de la discussion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une forme... Alors, je pense que les syndicats ne sont pas très contents sur ce point-là, parce qu'effectivement, c'est une façon de les contourner. Ah, c'est le problème Mais au quotidien, on voit bien qu'effectivement, on peut imaginer que les petites boîtes fonctionnaient comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de choses. Alors, et après, le dernier point, par contre, là où je suis plus critique, c'est par exemple sur la question... Moi, je pense qu'il y a quand même une erreur sur... d'élargir, si vous voulez, dans la possibilité de regarder la situation financière d'une entreprise au territoire national et pas au groupe, au risque de démantèlement, parfois organisé, certaines boîtes. Donc là, il y avait une forme de protection en disant, soit on le maintient en France, à un moment on parlait au niveau européen, regardez au niveau européen, au niveau groupe, on voit que, étant donné la puissance de certaines multinationales aujourd'hui, il est possible d'organiser par les prix de transfert, par la sous-traitance, des difficultés d'une boîte, ce serait d'une l'idée filiale. Et donc, je pense que ce point-là, malheureusement, pourrait amener à des situations qui ne sont pas forcément très favorables. Allez-y, Stéphane Vanufel et également Mathilde. On a 2 minutes, on marque une pause. On revient après sur la portée quand même de ces juste préciser une chose et ajouter une chose sur ce que vient de dire Mathieu, parce que c'est assez juste. D'abord, mon propos tout à l'heure va dans ce sens-là. Moi, je suis assez partisan de la flexi-sécurité. Après, tout dépend de ce qu'on entend par flexi et ce qu'on entend par sécurité, forcément. Et par rapport au modèle suédois, et en particulier au norvégien et le modèle allemand, que moi je mets souvent en avant, on en parle souvent ici, même si je ne partage pas toutes les choses avec les Allemands, l'idée c'était de dire, oui, sauf que la représentation syndicale, salariale, la culture de la représentation salariale dans ces pays-là, elle est à l'opposé je vais être caricatural, mais de la guerre des castes qu'on a encore en France et qui est donc symbolisée, une fois de plus par la CGT, qui avant même de savoir avait dit non.
Voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est Non, pas mais le même état d'esprit, ça veut c'est dire pas la quoi? même Ça veut dire culture que moi, je prends syndicale, c'est l'exemple pas le de même ma- personnel Je prends syndical. l'exemple de ma société, qu'elle est 20 ou 50 ou 60 salariés. Demain, que moi j'ai des salariés à mon conseil d'administration avec qui on discute, avec qui on partage des décisions d'investissement, on vient leur expliquer qu'on va changer de bureau, on va leur expliquer qu'on achète un partenaire, qu'on achète une entreprise de média marketing, etc. On le fait, on leur explique. On leur demande pas leur avis, mais on leur explique. Dans un conseil d'administration, selon votre pouvoir de vote, vous avez beau être assis, vous serez là. Vous êtes représenté, mais finalement, on n'a pas le droit de vote. Donc on le fait tous, mais c'est pas ça que je veux dire. On part du sentiment que tout le monde va dans le bon sens. Si on ne change pas concrètement cette relation de la représentativité au niveau des entreprises, forcément, il va y avoir un problème. On n'arrivera jamais à ce dialogue-là, comme vous l'entendez, Mathieu, et que je partage. C'est-à-dire, en gros, si à un moment donné, aujourd'hui, dans une entreprise, on peut autoriser un représentant syndical qui n'est même pas représenté dans l'entreprise, je parle du syndicat, parce que personne n'a voté, parce que l'entreprise n'a... et qui vient à ce moment-là se mêler de la gestion de votre entreprise et de vos relations avec vos salariés, comment voulez-vous que ça ait fonctionné? Comment voulez-vous que Ça ne de marche côté, pas, le mandatement. ça ne soit Ça pas ne fermé? fonctionne C'est comme pas. si dans votre couple, il y a du jour au lendemain quelqu'un qui débarque, qui ne vous connaît pas, qui n'est ni Adam, et que vous n'avez même pas demandé à aller le voir à deux, comme ça peut le faire dans une thérapie de couple. Donc c'est là où c'est aberrant. Après, je voulais juste préciser... En un mot, on marque une Très, pause, très, vraiment voilà. rapidement. Très rapidement. La flexi-sécurité, c'est le sujet de demain. Parce qu'il faut... Enfin, là, je vais peut-être choquer les gens. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ce dont on est en train de parler, c'est de droits sociaux. Ça n'est pas un droit au travail. Nous vivons, Nicolas, au XXIe siècle, dans un monde où le droit au travail n'existe nulle part. Il n'y a qu'en France où, pédagogiquement, on s'est mis ça dans la tête. Je ne sais pas comment. Aucun pays européen n'a cette culture-là. On pense qu'on a le droit à avoir un travail. Voilà, on pense qu'on a le droit forcément à garder son travail. On pense que si l'entreprise dans laquelle on travaille est en train de se casser la figure, moi, individu salarié, je ne dois pas en subir les conséquences. Ben non, c'est pas ça en fait. Ce dont on doit parler, ce dont on doit se méfier, c'est de se soit détruit les droits sociaux si jamais je perds mon travail. Et en faisant les imbéciles comme ça, en empêchant la flexibilité, en empêchant le mouvement sur le marché du travail en France, on est en train de casser un modèle social qui nous protège en cas d'accident. On marque une pause, on en reparle dans un instant. Est-ce qu'on peut créer des emplois? Alors, Mathieu Plane est dubitatif, on va voir ce qu'en pensent mes invités.